Allez, on passe aux playoffs. On commence par la conférence test, on les fait dans l'ordre comme l'autre fois. On prend le suivi des brackets de ces playoffs-là. On commence par Sixers Wizards. Les Sixers mènent 2-0 après avoir donné un peu d'espoir aux Wizards au premier match avant de les défoncer dans le deuxième. On commence avec Jean-Jo. Qu'est-ce que tu as à dire sur un fait marquant de ton côté sur cette série? Jean-Éric, tu vois si tu as un truc à rajouter, moi aussi, mais je pense qu'on va pas passer trop de temps sur cette série si ça vous embête pas. Jean-Jo, vas-y. Non, bah il y a un fait marquant. Ben Simmons s'est énervé. On a dit qu'il scorait pas, du coup il a scoré. Voilà. Non, il l'a fait contre les Wizards. Bon, peu de surprise. C'est l'une des séries les plus inintéressantes, sans haine envers Washington. Mais voilà. La logique est respectée pour l'instant. Il y a eu l'épisode des popcorn qui est très regrettable. Après, sur Westbrook, t'as Absolument. tout dit. Voilà. On verra les Sixers quand il y aura une vraie adversité en face. C'est là qu'on Ouais, les juge. absolument. Donc, un petit focus pour toi, un petit highlight sur Ben Simmons de ton côté. Jean-Éric, qu'est-ce que tu mettras en avant sur cette série? On peut Rapidos. parler ou du collectif ou bien de Tobias Harris au premier match, mais Ouais, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce qu'on avait dit avant lors des ouais, c'est premières vrai. previews. Série de merde, voilà, ils se font défoncer, ça permet à Philly tranquillement de chauffer et d'être prêt pour un deuxième tour qui risque d'être un petit peu plus sérieux. Un petit peu, je pense que ils ont une voie royale quand même tracée vers les finales de conf, mais on en Ouais, reparlera ouais, ouais, quand probablement dans même. 1 ou 2 semaines. Absolument. Bah, je rajouterai pas grand-chose. Ils sont en train de dérouler. J'ai eu tendance par le passé à critiquer Ben Simmons. Là, je trouve qu'il est énorme. Donc, comme quoi, je suis capable de le faire. C'est possible. Je ne suis pas complètement bloqué. Ben Simmons, je trouve énorme. Il tourne en triple-double, défense incroyable. Et là, il est bien utilisé en attaque. Voilà, il monte la balle. Après, il se place en tant que deuxième intérieur, hein, c'est lui. Hein. Il est de poste bas. Il va au rebond offensif. Il est dans un rôle qui lui convient bien. Il est vraiment fort. Tobias Harris, comme tu l'as dit, carton. Il s'est fait un petit bobo à la cheville, hein, si je me trompe pas, lors du dernier match. J'espère bon, à la limite, il peut se reposer un match ou deux, c'est pas très grave. Rapidos, l'incident popcorn. M'en voulez pas, je te fais juste une petite remarque. Parce que je sais que Russell Westbrook regarde nos émissions et qu'il parle français. Russell, si tu me regardes, quand dans pas très longtemps, tu vas refuser d'admettre que ta carrière est finie et que tu vas faire comme Carmelo Anthony à OKC et tu vas quand même continuer à croire que tu peux apporter, on va te proposer des contrats en Europe, la Turquie et la Grèce. Et écoute-moi bien, quand ça arrivera, il faudra que tu refuses ces offres-là. Parce que crois-moi, les chaises et les piles, ça a un goût différent du popcorn. Et quand tu nous dis qu'il faut protéger les joueurs du popcorn, ok? Là, quand tu t'énerves comme ça sur du popcorn, ça va te faire tout bizarre, l'ambiance ça va être un petit peu différente. Donc juste garde ça en tête pour la fin de ta carrière. Évidemment, je l'ai dit avant, je dénonce tout à fait ce comportement de merde à balancer des popcorn. Juste, je mets un peu de nuance sur ce qui s'est passé. C'est sa kryptonite, c'est normal que ça l'énerve. Quand je regarde les Wizards, je sais, vous m'en voulez, je le couperai peut-être au montage. Les Wizards, quand je les regarde jouer, écoutez-moi bien, quand je les regarde jouer, je me dis, mais ils travaillent quoi à l'entraînement, les Wizards? Ça ressemble à quoi une séance d'entraînement des Wizards? Ils travaillent, il y a quoi? Ils font quoi? Et j'ai une théorie, Muscu, ils font de j'ai- la muscu. ils font des pompes et des tractions. J'ai réfléchi et je me suis dit, sur les 15 joueurs, je pense qu'il y en a 14, ils vont sur un demi-terrain et ils jouent aux cartes. Ils s'amusent, ils jouent aux cartes. Et de l'autre côté, il y a Robin Lopez qui travaille son bras roulé, au taquet, à droite, à gauche, il travaille. Lui, il bosse ses bras roulés, il y va, main gauche, main droite des deux côtés. Et je pense que c'est ça ce qui se passe. Et après, quand il y a le briefing du match de Scott Brooks, il arrive, il est bon, les gars. Après le match, on va aller à la pizzeria qui est au coin là-bas, qui a l'air pas mal. On se retrouve dans 2 heures. Je pense que c'est ça, parce que quand je vois comment il joue, je comprends pas ce qu'il travaille. Allez, on passe à l'autre série. Donc, le vainqueur de Philadelphie, Washington, rencontrera le vainqueur entre les Knicks et les Hawks. On peut se donner le droit de passer 30 secondes de plus sur cette série-là. Jean-Éric, je sais que tu as plein de trucs à dire. Euh, Essaye d'être concis, de mettre des priorités dans ce que tu as à dire. On t'écoute. Allez, Knicks, Hawks. transformation. Qu'est-ce que tu voudrais mettre Non, en avant? Vas-y. alors, on a pas mal parlé avant, donc finalement on va accélérer. Il y a clairement une adaptation défensive chez Atlanta qu'on n'attendait pas et une adaptation défensive chez New York qui n'arrive pas. Donc clairement, voilà, là, Thibodeau, coach ultra défensif, est en train de se trouver. Ils savent pas comment faire.
Moi j'ai une idée, hein, mais je vais peut-être pas dire à voix haute, parce que si je la dis à voix haute, il va encore faire ça pendant 4-5 secondes juste pour se foutre de sa gueule. Donc voilà, le Madison Square Garden en fusion, c'était génial, vraiment. Trae Young qui tue le Madison Square Garden au buzzer, c'était génial, même s'il y avait un Français dans l'histoire, c'était génial quand même, ça fait plaisir. 2-1 pour Atlanta pour le moment. Euh, Moi je trouve que Thibodeau tombe dans ses travers, il raccourcit sa rotation avec des mecs qui sont pas toujours réguliers. Alors personne peut lui reprocher d'avoir dégagé Payton de sa rotation, mais par contre on peut lui reprocher de lui avoir donné plein de temps de jeu pendant toute la saison régulière et qu'au moment où ça compte il le dégage, ça n'a pas de sens. Ouais. Je pense que D-Rose était le moteur de sortie de banc, bah maintenant il a plus de moteur en sortie de banc. On voit que Bullock et Burks font ce qu'ils peuvent, mais sont vraiment pas réguliers, donc un coup ça va moins. Noël est blessé. Voilà, en fait, c'est con parce que je parle plus de New York, alors qu'en pratique, l'ai pas Atlanta. évoqué. Atlanta fait une série géniale, quoi. Ils font le taf comme il faut. Bogdanovic est revenu, ça change tout. Quand on avait commenté Atlanta il y a quelques semaines, on s'était foutu de la gueule de leur backcourt parce que c'était un peu faible. On Là, il s'est y a plus rien planté à de dire, quoi. ouf. Et Ah, là, ils c'est sont en train contraire. de fermer nos grosses gueules, mais un truc de ouf. Jean-Jo, vas-y, peut-être un truc à rajouter, peut-être plutôt du côté des Hawks. Enfin, comme tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant sur cette Ouais, série? non, bah, Jean-Éric a tout dit côté New York, hein. Après, c'est vrai que les Hawks, pour le coup, ils ont un collectif super bien huilé. C'est On voit magnifique. sur les trappes de Trae Young qui est une Ouais. vraie entente poste 4, poste 5. Ouais, ouais, Que Collins et Capella, ça bouge bien. Il y a un vrai jeu, une vraie circulation de balles qui fait plaisir à voir en plus, parce que pour le coup, il y a sur quelques actions, on dirait un petit peu le jeu des Spurs sur la il faut le dire, circulation de balles. absolument. Absolument. Et ça joue super bien. Et par contre, on a un Trae qui fait des playoffs incroyables. Le gars, la pression, il la boit, hein. Il en a rien à foutre. Il joue trop bien. Il joue trop bien. Et on pouvait lui reprocher en saison régulière ses shoots du milieu de terrain quand il pète un câble. Là, il en prend quelques-uns, mais Ouais. ils font mal. Non, mais Ils font mal. c'est des bonnes décisions, en fait. C'est ça qui est impressionnant à son âge. Je rappelle, hein, Trae Young, c'est quoi? C'est 22 ans. Ouais. 22 ans, une coupe de cheveux, 22 ans, une coupe de cheveux improbable et des prises de décision juste incroyables, plein de maturité. C'est vraiment impressionnant. Je rajouterais peut-être deux, trois petites remarques de mon côté. Euh, Thibodeau, lui, en fait, ce qu'il a fait, il est venu avec sa valise, les systèmes d'il y a 10 ans, en attaque et en défense, et il les applique. C'est exactement la même chose. C'est exactement. Je ne le reproche pas, hein. C'est ce qui a permis aux Knicks de faire des progrès énormes. Je dis juste que pour l'année prochaine, il va peut-être falloir avoir une ouverture d'esprit, essayer d'apporter des choses un peu différentes. Les systèmes en attaque, c'est du Thibodeau, c'est très faible. C'est des petits pick and roll par-ci par-là, où ils font l'action Hawks. Je ne vais pas revenir en détail parce que j'avais décrypté lors d'un match des Spurs. C'est le seul système que j'ai vu un peu là, des Knicks. C'est très pauvre. Ils jouent vraiment à l'énergie en fait. C'est vraiment à l'énergie. Par chance, alors je vais pas dire ça par chance. Heureusement, tu as Burks qui fait le match de sa vie au match 1. Au match 2, tu as Bullock qui arrive à être clutch. On attend, c'est un match quand même, une équipe qui attend, qui a besoin des role players. Ils ont besoin que leurs role players élèvent leur niveau énormément. C'est ça le problème. Parce que, comme vous l'avez dit, Randall passe à côté. Rose est magnifique, mais en défense, attention, il est pas assez rapide pour défendre sur Young. Il peut pas. Je ne comprends pas. Et là, c'est la dernière remarque que je fais, et ça rejoint ce que vous avez dit, hein. Je ne comprends pas comment un coach comme Thibodeau ait pu prendre la décision de faire jouer Frankie pendant 30 secondes sur une action défensive, qui est l'action la plus importante du match. Ça, je ne comprends pas comment un mec aussi expérimenté et talentueux, c'est un grand coach, puisse prendre une décision comme ça. Et le dernier truc que je dirais, c'est si à ce moment-là, maintenant, dans ce contexte-là, il ne donne pas sa chance à Frankie, je ne comprends pas. J'ai hâte de voir le prochain match et de voir ce qu'il va mettre en place en défense sur les pick and roll et sur Young. Si là, Amen. si là, il n'y a pas Frankie, là, je ne comprendrais pas. Avantage énorme à Macmillan qui avait été critiqué lors du match 2 parce qu'il avait laissé Young trop longtemps. Mais et ils ont fait le taf, hein. Ils ont gagné un match à New York. Et là, ils sont en train de les dominer de ouf. Un petit big up à Werther, Jean-Jo. Il me rappelle énormément ton pote à LM, Alexis. Ah, C'est lui. Mais oui, c'est lui, c'est le petit requin là, qui fait des trucs comme ça. Il fait une super série, c'est une spéciale dédicace. Mais en tout cas, voilà, il y a 8 joueurs qui marquent plus de 8 points aux Hawks. Même Gallinari, il apporte, même en défense, il apporte. Enfin, une équipe bien huilée, c'est magnifique. Et ils nous ont tous défoncés parce qu'on a tous mis en pronostic les Knicks. Je crois qu'on a mis du 4-0 ou du 4-1, si je ne me trompe j'ai pas. mis 4-3 moi pour New York, hein.
Oh, Billy Boy. Tu gardes ton pronostic ou pas? Ouais, ouais, ouais. Tu Carrément. restes sur 4-3 New York? Ouais. Jean-Éric, qu'est-ce que tu fais? Alors le 4 à New York il passera pas. Moi je vais continuer à croire en New York parce que air de rien les matchs sont quand même bien serrés malgré Randle qui est à la ramasse complet. Donc non on va rester sur New York qui passerait 4-2, 4-3 si Thibodeau se rappelle qu'une équipe de basket c'est pas juste 5 mecs quoi. On est quand même sur une vraie série de la conférence Est à l'ancienne. C'est magnifique, hein. C'est, Ah ouais. franchement, C'est la série de la conférence Est, hein. Alors moi j'ai une question pour Jean-Jo. Alors peut-être Bibob ton pronostic toi tu veux le Ouais, modifier? moi je change complètement. Je mets, je mets 4-0 pour Atlanta, les Hawks. je mets Atlanta 4-2. Je pense que New York va gagner le 5e match à domicile, mais ils vont perdre la série 4-2 au 6e match à Avec Atlanta. 35 points de Randle non? On peut rentrer dans le détail. Je vais te le dire. 5e match, effectivement. Triple-double de 18 en Randle septembre. dans le 5e match. Triple double. Triple-double de Randle dans le 5e match. Et écoute bien, Frankie qui joue 20 minutes et qui fait une grosse défense. Et tu vois, ça me fait tousser, donc c'est peut-être pas ça. C'est l'émotion moi aussi ça me fait ça. Vas-y, tu voulais dire un Question, truc, ouais, Jean-Éric. petite question sur Jean-Jo, pour Jean-Jo, le fait d'avoir comme ça une équipe avec un collectif et une star spectaculaire, Oh, je vois ta question arriver. c'est bon, enfin tu t'abandonnes Sacramento et tu vas te mettre à suivre Atlanta avant tout, non? Seulement s'il passe le premier tour. Mais Le mec, Sacramento a- ne passe pas le premier tour. Non, mais c'est ça. Ta bande Le mec Wagner, est autant fan le faire des bien, tu Kings. vois. Le mec est fan des Kings, mais il a des exigences. C'est quand même incroyable. Et c'est parce que je suis fan des Kings que je peux me permettre d'avoir des exigences. Si vous avez compris la logique du raisonnement de Jean-Jo, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous aider à comprendre ce qui se passe. On passe à la série d'après. On est tous d'accord que Knicks Hawks, c'est une série qu'on adore, très tendue, même si le jeu des Knicks en attaque nous fait un peu chier, mais quand même, c'est une série avec de l'intensité, etc. Alors, juste pour rappel, moi j'étais là, j'espère que Mitchell Robinson va rentrer. Bon, il est out jusqu'à au moins le 13 juin, donc comme ça m'a calmé. On passe à la confrontation Nets-Celtics, deuxième contre septième. Les Nets mènent 2-1 après avoir mis après avoir gagné deux fois assez facilement, quand même, j'ai envie de le dire, à domicile. Troisième match, 50 points de Tatum. Il y a 2-1. Jean-Éric, tu vas commencer sur cette série-là. Qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant? Bah, je pense que la série est finie. Tatum a fait son gros match comme tu l'avais pronostiqué. Il gagne de 3 points malgré 50 points de Tatum, donc c'est dire l'absence de. Enfin, je veux dire, s'il n'est pas parfait, ils gagneront pas. Et je pense pas qu'il reçoit parfait. Alors, on peut peut-être espérer que Walker, à un moment donné, se rappelle comment on joue au basket. Mais ça me semble mal barré. Les trois en face, ils sont en forme. Les mecs à côté, ils suivent. On avait dit que finalement, ces deux équipes sans vrai jeu intérieur, et ben, voilà, vu qu'à l'extérieur, Brooklyn est très très largement au-dessus. On a vu Joe Harris qui s'enflammait aussi. Enfin, bon, voilà, J'adore Joe Harris. ah Heureusement ouais, qu'il est là. Heureusement ouais, qu'il est là parce que clairement. le jeu des Nets me fait chier. Alors, c'est la série que j'ai la moins regardée. J'ai regardé un carton ou deux. Après, j'ai vu que ça partait en live. Je kiffe. Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé si vous avez eu la chance, ou en tout cas le temps et l'effort et l'envie de regarder ces matchs-là? Le jeu des Nets, ok, ils ont des superstars, ça joue des 1 contre 1 et ça domine. Et ils ont la chance d'avoir. Bon, Joe Harris qui est super adroit, donc s'il y a des aides, il peut arroser. Mais attention parce que Irving, il est pas énorme. Et je suis pas sûr que ce jeu-là, même s'ils ont des superstars, puisse aller au bout. Jean-Jo, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Kevin Durant. Kevin Durant. Merci Jean-Jo. Alors, c'était pas ça la question, Jean-Jonathan. Non mais oui, c'est le début de ta réponse. Vas-y, ouais, développe. Ouais, tu me demandais ce que je pensais du jeu des Nets. On est d'accord. Ouais. Ouais. Bah, Kevin Durant. Non, mais Ah, mais t'as raison. Alors, Non, mais on sait que c'est un jeu que tu kiffes, quoi. Je veux dire que des superstars, des mecs qui mettent des gros shoots, qui sont capables de lâcher des tomards. C'est pour toi, ça. Il n'y a pas de collectif, c'est ça qui est bon. non, mais offensivement, dites-moi ce qui se fait de mieux que Kevin Durant aujourd'hui. individuellement. Une équipe de 5. Une équipe avec 5 Non, mais mecs oui, non. qui Non, tu font les parles passes. individuellement, qu'est-ce qui se fait de mieux? C'est Ouais. ça la question. Ouais. Ouais, peut-être pas grand-chose. Mais alors, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que ce sera Oula. suffisant pour les Nets pour qu'ils aillent au bout? C'est ça la Bah, question. après- Est-ce qu'ils peuvent aller au bout avec ce style de jeu avec Kevin Durant?
Là, force est de constater qu'ils n'ont pas besoin de plus pour passer Boston, c'était prévu. Oui. Après, il manque des automatismes, ça se voit. Ils n'ont pas beaucoup joué ensemble en saison et ça se voit. Maintenant, Irving, il passe un petit peu à côté de sa série. Mais quand tu as un joueur comme Kevin Durant que tu peux pas arrêter, en fait, Ouais. est-ce que je... Non, mais je force avec lui, mais je le Non, pense c'est pas un vraiment. truc de ouf. Ouais, Je, ouais. je force, mais Non, c'est un truc de ouf. personne peut le stopper, ce mec. S'il veut te mettre 40 points, il te C'est met 40 scandaleux. points. Hein. C'est Ouais, un ouais, truc de c'est ouf. scandaleux. Ça aurait pu être toi, Billy Bob, mais t'as décidé. Mais là, T'en as je suis décidé parti en autrement. live, j'ai eu la grosse tête, il y a eu 8 personnes dans les gradins, j'ai pété un plomb. J'avoue, j'ai pété un plomb, ça va, on va pas revenir sur ma carrière comme ça devant tout le monde. Tu veux m'afficher ou quoi? Non, mais Non, mais tu as pour toi un vrai sens moral que clairement n'a pas Kevin Durant. Voilà, au moins j'ai ça, merci. par contre, il y a un point Merci, quand même merci. que j'aime pas chez les Nets, c'est Blake Griffin. Putain, Il est agaçant, qu'est-ce hein, qu'il faut le fait là? reconnaître. Plusieurs fois, il se fait poster par Marcus Smart en attaque. Smart est en attaque, il le poste, il le domine, il va marquer derrière. Mais putain, gros. À l'inverse, on le croyait perdu pour le dunk, il arrive encore à dunker et c'est une stat géniale. Je sais pas, il avait pas Ouais, dunké pendant 1 an et demi, un truc comme ça. ouais. Et là, Mais il en a il est lâché, trois. il en a mis une trentaine il en te lâche un par match en moyenne, un truc comme Il ça. voulait quitter Ouais. Détroit, c'est tout. Il a Mais bien abusé, sûr, hein. Il a mais tout le vraiment monde veut abusé quitter là-dessus. Détroit. Il a abusé le mec. Le seul truc que je voudrais préciser par rapport à vos commentaires, la différence elle est énorme entre deux joueurs qui entre guillemets passent à côté. Quand Kyrie Irving passe à côté, il est quand même à 20 points et 47% au tir. Tandis que quand Kemba Walker passe à côté, il est à 12 points et 31% de réussite au tir. J'ai très peur pour les Celtics l'année prochaine. Alors évidemment, il manque Jalen Brown, ok, bon. Mais ils avaient tenté Kyrie Irving en meneur, ça n'a pas pris. Là, ils ont Kemba Walker, j'ai envie de dire ça prend pas non plus. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine au niveau des Celtics? On aura l'occasion de faire un bilan hein, de toutes ces équipes-là à la fin de la saison. Mais là, je me commence à me projeter. J'ai envie de garder Brad Stevens. Je pense qu'ils n'auront pas la chance d'avoir un coach aussi bon. Mais là, il y a un truc qui marche pas. Je ne sais pas quelle est la solution, mais c'est quand même très inquiétant et c'est très dommage parce que ils avaient euh, le potentiel de faire quelque chose de beau, mais ça passe pas. Ça passe Faut pas. Les, signer les Isaiah Nets sont Thomas. trop forts sur ce tour-là. Il faut signer. Il faut les garder à Isaiah Thomas. C'est peut-être ça. Je sais pas. Il Mais est dispo, il est non, c'est dispo, putain. j'ai envie de dire c'est triste, mais voilà, clairement, on est d'accord au niveau du pronostic, on va pas changer grand-chose à mon avis. On reste, on avait dit, je crois qu'on avait dit 4-1, moi je crois que j'avais dit Ouais, 4-1. ouais. Ouais, On Ouais, était sur 4-1 avec le pareil. Game 3 de Tatum. Voilà, bon, je pense que c'est ce qui va se passer. Et puis on attend de voir la suite, le deuxième tour, parce que entre le tour des Sixers et le tour des Nets, on a hâte qu'on passe à autre chose. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec la série Bucks Heat. Donc le vainqueur de Nets Celtics rencontrera le vainqueur de Bucks Heat. Bon, premier match un peu dégueulasse en attaque, mais alors en défense, au niveau de l'intensité de ouf, prolongation et des buzzer beaters. Le buzzer beater de Butler, il est incroyable, mais le buzzer beater de Middleton, il est complètement dingue. Et après, deux raclés des Bucks qui mènent maintenant 3-0. À l'heure à laquelle on parle, il y a le match. Jean-Éric, tu as gardé un œil sur le score? On en est où? Ah ouais, mais je l'ai plus ouvert là, attends, Tu l'as dans plus? Bon, 15 c'est pas grave. secondes. Ouais, ok, Ils bon, en dès que tu sont l'as. à. Ils en sont à 67-68 pour Miami au milieu du troisième quart, donc ils sont Ok, revenus. À noter que sur le début de match, les Bucks ont fait un dégueulasse 0 sur 10 à 3 points pour commencer le match. voilà. Et que peut-être Voilà. la Mais c'est différence bien. s'est faite là par rapport aux deux matchs précédents. Exactement. Les Bucks ont. Je caricature, mais vous allez me dire si je me trompe. Le jeu des Bucks, c'est une défense de fou. Mm. C'est du béton. Et en attaque, ça arrose de ouf. Petit fait marquant de cette équipe-là, comment il s'appelle? DiVincenzo qui s'est blessé, qui est out jusqu'à la fin des playoffs. Est-ce que ça va avoir des conséquences? Jean-Jo, tu commences? Tu commences. Bucks, Heat, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant sur cette série 3-0 pour les Bucks? Bah, je pense que le plus gros fait d'armes de Milwaukee cette année, c'est de pas être dans la lumière. Parce qu'à l'Est, on a les Sixers et Ouais. C'est les ce que Nets j'avais dit d'ailleurs lors des pronos, hein, des ouais, qui prévisions. prennent beaucoup Ouais. de place dans les médias. Et Milwaukee a un peu ce rôle d'équipe très forte, euh, de laquelle on parle moins. Et contrairement à Mhm. l'année dernière, je pense que bah, c'est ce qu'il leur faut en fait pour D'accord. avancer. Et c'est ce qu'ils font. Ils jouent. Miami gagnera pas.
gagnera pas parce que leurs cadres sont pas là. Enfin, je pense que Jean-Éric en parle ou toi en parleront un petit peu plus. Mais Milwaukee, c'est un spot qui leur va bien justement de pas être éclairé et de pouvoir mettre des tôles à Miami sans que personne en parle au final. C'est ça. Et c'est ça, je pense, leur plus gros avantage sur la série. Jean-Éric, je te passe le relais. Tu avais dit un truc qui s'avère complètement vrai, que la différence, ça serait peut-être Drew Holiday. Je pense qu'on y est complètement. À toi la Ouais, parole. il n'y a pas de doute, c'est le facteur X. Après, moi, l'autre élément que je vois sur les matchs, j'ai l'impression que il y a une différence physique, une dimension physique que Milwaukee a. En fait, à part Adebayo en face, il n'y a pas, il y a pas de viande. Voilà, je l'ai dit. Non, voilà, t'as Lopez, Yanis et Bobby Portis qui fait un super taf aussi. Et en face, il y a Adebayo qui est un peu tout seul. Dwayne Dedmon, il est mignon, mais il n'a pas le niveau. J'ai bien aimé le premier match. Il est passé juste après la finale de la Coupe d'Europe de rugby et en fait c'était la même ambiance, c'était des mecs qui se foutaient des pains dans la gueule, c'était sympa, c'était voilà un match à l'ancienne, un score en 100 points, des fautes partout, des équipes qui clairement peuvent pas se saquer, ça rappelle des bons souvenirs. Mais bon, voilà, ça dure un match, c'était serré. Moi, à la base, je pensais que ce serait une série hyper serrée, et le premier match était dans cette idée-là. Et en fait, non, c'était juste le temps que les mecs de Milwaukee se disent: ah merde, les playoffs ont commencé, ce serait bien de mettre les paniers. Le Voilà, match on le 2, voit, les dès que les gars. 3 points rentrent, ils les défoncent. Avec un Bryn Forbes, petit cadeau Ouais, qui était bien ancien à Spurs. San Antonio. Et, J'adore ce joueur. ouais, il est sympa, il met de l'intensité, c'est un bon shooter, un peu croqueur parfois, mais Il a voilà, peur, il a peur de rien. Il a absolument pas peur. Il y va. C'est vraiment. Le premier carton du match 2. Ouais, aïe, 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 ils ont aïe, aïe. défoncé, Où il hein. marque presque 50 points avec des 3 points dans tous les sens. Tout le monde marque. Et en défense, tu voulais. Ouais, vas-y, continue, Jean-Éric. Excuse-moi, je me suis Non, interrompu. non, écoute, je pense que tout est dit. Et puis surtout, je vais rejoindre Jean-Jonathan. Est-ce que c'est pas la bonne année pour eux? Est-ce que c'est pas la Ouais, bonne ouais. année pour les Bucks? Bon, c'est vrai que DiVincenzo, il a un rôle, mais ils ont pas mal de role-players, je pense qu'ils peuvent compenser sa blessure. Et voilà, en demi, derrière, ça sera Brooklyn, ça va être une grosse opposition de style. Mais c'est la défense qui gagne les matchs. Et je vais rester sur l'idée que c'est la défense qui gagne les matchs, parce que de toute façon, j'ai T'as pas envie que raison. Brooklyn passe. Voilà, donc, T'as raison. T'as raison. T'as raison. Je pense que les Bucks, ils peuvent gagner tous les match-ups en défense contre toutes les équipes. Même Embiid. Oh là là, je suis un fou de dire un truc comme ça. Mais ne sous-estimez pas la défense de Brook Lopez. Et après, ils peuvent faire des aides. Ils ont un effectif super complet. Donc, je pense que ils ont deux remarques, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Deux petites remarques. Premièrement, quand je vois Giannis défendre sur Butler, eh ben, ça me fait kiffer. Mm. Parce que je vois que le mec, il prend ses responsabilités et il y va. Allô Kawhi et Paul George, match 1 et 2, je sais pas pourquoi, il fallait pas qu'ils défendent sur eux, sur Doncic, alors que c'est des putains de défenseurs. Ils voulaient pas, voilà. Yanis, lui, il y va. Il va prendre Butler. Butler, complètement éteint, il tourne à 30% de réussite au tir. Ah, c'est une catastrophe. Adebayo, il est à peine à 40%, 14 points, il prend 7 rebonds, il passe tout ça, il passe à côté. Une défense de maboule, vraiment de ouf. Ils ont des Drew Holiday, évidemment, comme tu as dit, défense de ouf, il est vraiment incroyable. Les Bucks, ils sont capables d'aller très très loin, c'est clair. Cette série, de toute façon, elle est terminée, même s'ils gagnent peut-être un match. Petite dernière remarque que je ferai, et je suis par contre super déçu sur le jeu offensif. J'ai évoqué déjà ma déception sur le jeu offensif des Heat. Mais même celui des Bucks, quand le coach Buzz Mingbear, il est arrivé, il est venu avec son jeu collectif des Hawks, c'est-à-dire un jeu avec renversement, écran non porteur, passe au elbow, écran, split action qu'il a amené des Spurs, ils faisaient ça. Et c'était plutôt agréable à regarder. Et bon là, c'est très très pauvre hein, le jeu en attaque des Bucks. C'est un contre un, première intention de Antetokounmpo, sinon il va ressortir sur un shooter ou un pick et voilà c'est tout. Ça marche jusqu'à maintenant évidemment. Juste voilà, en tant que puriste du jeu collectif en attaque, je suis assez déçu du jeu en attaque des Bucks. On passe à la conférence Ouest avec la première confrontation entre les premiers et les huitièmes, les Jazz contre les Grizzlies. Permettez-moi de faire une petite parenthèse, petite introduction, puisqu'aujourd'hui, et je suis très sérieux, je suis assez triste, on a appris le décès de Mark Eaton, une légende des Jazz à l'âge de 64 ans, qui est mort aujourd'hui. Il est parti il est parti faire un petit peu de vélo, il n'est jamais revenu. Et voilà, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans une de nos émissions. Mark Eaton, record du record all-time du nombre de contres par match, 2 fois All-Star, meilleur défenseur. Tous les fans
des Jazz, on a une pensée pour vous et tous les fans du basket old school. Décès de Mark Eaton, ça fait chier. L'année dernière, ils ont perdu Jerry Sloan. Ça fait chier. Voilà, ça fait chier. Petite parenthèse fermée. Les Jazz mènent. Pardon. Il y a un partout après la victoire des Grizzlies au premier match lors de l'absence de Donovan Mitchell qui voulait jouer. Ah, je veux jouer, papa. Non, tu joueras pas, tu resteras assis. Non, mais je veux jouer. Non, tu joueras pas. Deuxième match remporté par les Jazz avec 141 points marqués. C'était la fête à neuneux. Jean-Éric, tu vas commencer. Jazz, Grizzlies, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant sur cette série? Bah, Ja Morant, hein, je pense qu'il est difficile de pas s'extasier. Premier playoff, il est là, il fait le taf. Ce qu'on avait vu, en fait, je pense qu'il y a un côté belle dynamique du play-in. Voilà, le play-in, la conclusion, je pense, ça sera ça. La conclusion principale du play-in, c'est que ça sert à des mecs à se chauffer et arriver bouillant pour les playoffs et à marcher surtout. Alors voilà, je pense que le retour de Donovan Mitchell devrait. Enfin, je pense, et quelque part j'espère, parce que j'espère vraiment que Utah va faire quelque chose de bien cette année, permettre de franchir le cap, mais voilà, c'est une série sympa et on espère qu'elle dure un peu. Petit chiffre pour juste compléter ce que tu viens de dire. Ja Morant, 21 ans, c'est le premier chiffre que je vais donner. Hein. 21 ans, 36,5 points par match, 55% de réussite au tir. Terminé, Plus des bonsoir. passes, et puis il met de l'intensité, il met du rythme, c'est bien ce qu'il fait. 5 passes, 5 passes, 4 rebonds, 2,5 ballons perdus. J'ai envie de dire seulement, parce qu'il a quand même, il porte la balle à chaque fois. Non, il est Un jeu à incroyable. Il est risque. vraiment incroyable. Il a un jeu à risque en plus. Et justement, il limite les risques dans son jeu. Il m'impressionne par sa maturité et sa sagesse. Un peu comme Dumbledore dans Harry Potter. Jean-Jo, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant sur cette série-là? Et là, je suis fatigué. Bah, pour plusieurs choses. Le retour de Mitchell qui s'est bien passé. Ça va. Ça va, il a quand même fait un bon match, mais au-delà de l'aspect Ja Morant, moi c'était dans mes coups de cœur, dans mes mentions, c'est Rudy Gobert. Rudy Gobert Mhm. qui fait des super playoffs. Le duel avec Valanciunas, c'est vraiment bon. Il s'est fait dominer au match 1. Tu kiffes, hein? Comme tu avais prévu, hein, ça se tape dessus. Tu voulais regarder le duel Non mais oui, Jonas-Rudy. C'est vraiment et, impressionnant. et C'est c'est pas pour ça mal. que je nous ai rendu hommage en début d'émission, parce qu'on est trop fort, quoi. C'est Mais, pas mal. mais non, ouais, il s'est fait, alors, il s'est pas fait fumer, mais Valanciunas a dominé match 1. Match 2, il lui a répondu et d'une très très belle manière. Rudy est bien Hmm. rentré dans ses playoffs. Moi, ça me fait plaisir. Il shoot, enfin, il a un peu plus la balle. Et c'est ce que je voulais. Moi, c'est ce qui me frustrait le plus avec Ouais. le jeu du Jazz. C'est corrigé, je suis content. Voilà. Petite remarque, Jean, je ne m'en veux pas pour faire ça. Je suis obligé de rebondir. Tu as dit effectivement qu'au niveau des pronostics, on est pas mal. J'ai oublié de préciser que tu avais précisé une victoire de Miami. Tu avais pronostiqué une victoire de Miami contre Milwaukee. Après, on peut parler de mon pronostic Clippers Mavs hein, aussi, si tu veux. Oui, oui, non, non, mais attention. Dans l'ensemble, on est tous plutôt pas mal. Et moi, j'ai pris des risques, on va en parler juste après. Je suis pas super solide dans mes appuis. Mais j'avais oublié de préciser ça. Mais effectivement, tu avais mis en avant le duel Jonas-Rudy. Pour l'instant, ça tient toutes ses promesses. Petite remarque, c'était impressionnant. Première action du match 2. Il donne la balle à Jonas au poste bas. Et il faut un truc qui est quand même très rare. Il faut un pick and roll pour Jonas au poste bas. Juste histoire de faire un petit décalage et de réattaquer Rudy pour lui faire provoquer des fautes. Il y a un vrai duel. C'est vraiment, vraiment intéressant. Les Grizzlies, c'est l'équipe la plus jeune à faire les playoffs lors des 10 dernières années. C'est vraiment impressionnant. Gros big up à leur coach. Super coaching de Taylor Jenkins. Le mec a 36 ans. Coach NBA en playoff. Il a clairement volé mes rêves. Et ce gars-là, faut pas que je le croise parce que je suis souvent animé par la jalousie et le sentiment de revanche. Donc ça risque de pas bien se passer. Euh, mais sinon, effectivement, je suis d'accord avec toi. D'autres trucs à rajouter sur cette série-là? Ouais, bah, Un petit point sur nos pronostics éventuellement juste pour après. compléter ce que tu disais, c'est vrai que là, on sent que Memphis a ciblé Rudy en défense et il Mhm. l'attaque beaucoup parce que c'est l'une des rares équipes qui se méfie de Rudy parce que son impact défensif au-delà des stats est énorme et on sent qu'il est Évidemment. vraiment ciblé pour lui faire provoquer des fautes rapidement. Ouais. Rudy, c'est pour ça qu'il joue très juste hein, parce qu'il est sur le terrain et il fait pas ses fautes et c'est très, très malin de la part du coach. Au premier match, justement, il n'a pas été en foul trouble. C'est pas ce qui les a mis en difficulté. J'ai un doute là. Je sais plus. C'est ce que Je j'avais crois que pronostiqué si. dans ma tête, mais je sais pas ce qui s'est passé. Mais il me semble qu'il avait été un peu en foul trouble en première mi-temps, je sais plus. Oh là, je sais plus. Si c'est la réalité ou mes rêves.
Jean-Éric, tu voulais rajouter un truc? Non, non, la série, j'espère qu'elle va durer. Après, moi, je suis parti sur 4-1. Pour le moment, c'est encore tenable. Ouais. Peut-être un 4-2, je pense. Je vois bien Memphis en prendre quand même une à la maison. Je pense que j'avais mis 4-1 ou 4-0. Jean-Jo aussi, je pense. 4-1, Je moi crois qu'on j'avais avait mis. tous mis J'ai mis- 4-1 de tête. Ouais, Donc, c'est ça, on avait tous mis J'ai fait 4-1. un gros match de Morant pour la vie. Un petit. On est obligé de mentionner Dylan Brooks, hein, les gars. Hein. Oh, 27 points par match en playoff, 57% de réussite au tir. Excusez-moi, pardon, monsieur Brooks, pardon. Après le match des Warriors, on s'était dit dans le play-in, hein, on s'était dit gros défenseur, mais il peut quand même apporter en attaque. Mais on va pas se mentir, les copains, hein. On n'avait jamais imaginé qu'il ferait 27 points de moyenne en deux matchs à 57% de réussite au tir contre une des meilleures défenses de la NBA. match d'attaque plutôt, hein. Plutôt une Oui. série d'attaque finalement. Plutôt une série d'attaques pour l'instant. On va voir comment ça va se passer à Memphis. Hein. L'ambiance, ça va être différente. Les Jazz sont quand même ultra performants et donc dépendants de leur adresse à 3 points. À l'extérieur, si ils durcissent un peu le jeu, les Grizzlies, ça peut leur poser des problèmes. Pour l'instant, ça va. Bogdanovic, il est en place. Ils sont tous en place. Alors, le match 2, c'était juste hallucinant. Mais voilà, quand ton équipe est aussi dépendante. Ah, putain, en même temps, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Ils sont dépendants de l'adresse à 3 points, mais c'est en même temps une des meilleures défenses de la NBA. Donc, on est serein par rapport au Jazz, effectivement. On est plutôt serein. On passe à l'autre série. Donc, le vainqueur de la série Jazz Grizzlies rencontrera. On va souffler un coup, on va s'échauffer. Voilà, frotte-toi les mains, buvez un coup s'il faut. Le vainqueur de la série entre les Clippers et les Mavs. Les Mavs mènent 2 victoires à 1 après avoir gagné les 2 premiers matchs à Los Angeles. Avec un petit Luka Doncic qui est pas ouf. Juste 38 points, 52% réussite au tir. Il marque que 5 paniers à 3 points. C'est rien de ouf. Pas le niveau pour la NBA, le jeune. Pas le niveau pour la NBA. Pas le niveau pour la NBA, c'est un petit blanc européen, non, ça passera pas. Big up par contre au mec ancien joueur NBA qui a joué en Europe, Hollins, le grand, qui était le seul expert américain à dire non, mais les gars, Doncic, il va tout péter en NBA, vous le sous-estimez. C'est un des rares qui avait prédit ça. 2-1 pour les Mavs, ils ont perdu leur dernier match à domicile. Et surtout, quand je mets les deux doigts comme ça, c'est que vraiment c'est important. Doncic semble s'être blessé à l'épaule. Il avait l'air de vraiment souffrir lors du dernier match. Ça s'est vu sur les images. Je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que Jean-Éric nous fera un petit point sur son épaule. Ça serait intéressant d'avoir son avis là-dessus. 2-1 pour les Mavs. Ils ont perdu le dernier match à domicile. Allez, Jean-Éric, je sais que tu avais envie de parler de cette série. Vas-y, tu commences. Ah, je pense que je vous laisser un peu plus la parole. J'en ai déjà vachement parlé tout à l'heure. Très clairement, voilà. Il y a des mecs qui jouent les playoffs et d'autres je sais pas, qui jouent au sable, un truc comme ça. Donc, Mais alors, par rapport au dernier match, solides. justement. Le dernier match, écoute, il faut que Kawhi et Paul George soient parfaits pour qu'ils grignotent un match de raccro, de pas grand-chose. Le premier carton de Doncic, c'est de l'art, quoi. C'est de l'art. Le mec a une maîtrise d'appui qui est hallucinante. Il est pas rapide, mais il a il flotte sur Alors, le attends, sol, Coco. c'est incroyable. Attends, je suis obligé de là, parce que là, je veux juste qu'on parle des Clippers 2 secondes. Tu as dit un truc super vrai, super intéressant. Il faut un énorme Kawhi et Paul George pour gagner. Ok. Ma question est la suivante. Est-ce que les Mavs sont en mesure de les stopper lors du prochain match? C'est pas une grosse équipe défensive, ils n'ont pas des stoppers. Est-ce qu'ils vont réussir à... Parce que là, maintenant, les Clippers, ils ont enfin joué comme ils devraient jouer. Ils laissent créer et scorer Kawhi et Paul George. Il y a Maurice qui commence à marquer des paniers dans le corner, à 3 points, attention. Batum qui commence à apporter également de son côté. Il a enfin arrêté de faire jouer Zubac et de switcher en défense sur les pics sur Doncic. J'ai l'impression que ils se sont un tout petit peu adaptés. Est-ce que les Mavs ont de quoi stopper Paul George et Kawhi? C'est la question que je te pose et j'aimerais avoir la réponse de Jean-Jo derrière. Alors je vais répondre à côté. On avait dit avant que la clé Foiré. c'était Porzingis. Je pense que la clé reste Porzingis. Qui Ah non, doit mais faire réponds à ma mieux. question. Non, réponds en défense. Je En pense que défense, réponds à ma Porzingis, question. mais c'est une série d'attaques. Faut répondre à ma question. Les Mais non, Clippers ont décidé de pas se bouger le cul en défense. c'est sauf scandaleux, par Jean-Éric. séquence courte. C'est scandaleux. C'est une C'est sauf par scandaleux. séquence courte. Je T'es pense le que premier à Dallas- dire que c'est la défense qui gagne les matchs. Je te pose pense une question que sur la Dallas défense. n'aura pas les Mavericks. armes pour défendre sur les monstres à deux têtes des Ok. Clippers. Voilà, c'est Merci. bon, t'es content? Bah ouais. Dorian Finney-Smith va être un peu tout seul pour ça. Donc je pense pas qu'il soit capable de les tenir. Mais c'est une série qui va se jouer en attaque parce qu'en face les mecs veulent pas faire ce qu'ils sont censés faire, à savoir 48 minutes
à taper dans la bouche des Mavs. S'ils veulent gagner, ils doivent le faire. Ils devraient pouvoir le faire. Ils ont une bande de connards qui doit savoir faire ça. Les mecs sont calibrés pour ça, putain. Mais ils veulent pas. C'est juste des gros branleurs. Donc Tu te calmes maintenant. Là, ça Porzingis, suffit. arrête de se aller en boîte, arrête d'aller taper sur des prostituées et reviens sur le terrain, bouge ton cul, une petite série en 25-10 et c'est réglé, on passe au tour d'après. Jean-Éric, ton pronostic à la base c'était victoire des Clippers 4-2 ou 4-1 je crois. Qu'est-ce que c'est J'avais dit 4-1 pour les Clippers, je déjà pronostique que ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a déjà 2-1 pour les Mavs. Écoute, je pense, pour les raisons que tu as soulevées, malheureusement, je pense que les Clippers peuvent encore gagner. Tout va dépendre, en effet, est-ce que Doncic est blessé vraiment ou pas. Et que, en effet, les mecs sont en train de se mettre en place et vont chauffer. Maintenant, le prochain match est encore à Dallas. Ils ont gagné l'avantage du terrain. Moi, j'aimerais un Dallas en 4-2, quoi. Ouais, c'est ton pronostic? C'est ton souhait, mais est-ce que c'est ton pronostic? C'est mon souhait. Mon pronostic, je pense que ça va quand même. 4-3 les Clippers. Ne pas parier contre le traître, malheureusement, parce qu'il est trop fort. 4-3 pour les Clippers. Et écoute-moi bien, bonhomme, avec ta casquette du RC Lens. La prochaine fois que tu poses une question, tu réponds à la question. C'est quoi ces points? Ok. Jean-Jo, alors, j'ai 3 trucs à te demander. Je suis désolé, ça fait beaucoup. Un truc que tu voudrais mettre en avant sur cette série-là, évidemment, mais derrière la question que j'ai posée à Jean-Éric, est-ce que les Mavs peuvent arrêter Paul George et Kawhi qui semblent se réveiller? Et la troisième chose, c'est évidemment ton pronostic à jour. Alors, par étapes. J'aimerais mettre en avant forcément Doncic parce qu'il est magnifique. Son jeu est incroyable. Maintenant, pour répondre aux 2 autres points, je vais le faire en une fois parce que je suis efficace. J'avais pronostiqué 4-0 à la base pour les Clippers parce que parce que je les voyais au-dessus sur le papier et que l'équipe me semblait mieux calibrée défensivement pour aller plus loin. Et force est de constater que, tu l'as dit toi-même, le match 3, ils l'ont gagné parce qu'ils ont joué comme ils devraient. Ce qui corrobore quand même pas mal avec des manques d'automatisme pour manque de jeu ensemble. Ils se sont réglés, à mon avis, sur les 2 premiers matchs. Le troisième va, à mon avis, donner la suite sur le reste de la série. À mon avis, maintenant, ils vont commencer à jouer comme ça parce qu'ils ont vu que ça marchait et que c'est comme ça qu'ils devaient jouer, c'est tout. Donc, ils payent leur manque, leur fainéantise, typiquement sur les 2 premiers matchs. Doncic est fou. C'est incroyable ce qu'il fait. Maintenant, dépendre d'un joueur qui fasse ce genre de stats pour gagner une série, c'est pas possible pour moi, sauf si tu t'appelles LeBron. Reste bien tranquille par contre. Reste bien tranquille. Mais non. Entre nous, on est calme. Non, je vois les Clippers. Je vois toujours les Clippers de s'imposer parce que leur dernier match, ils ont fait face à une masterclass encore de Doncic et ils se sont quand même imposés. Donc, c'est quoi ton pronostic final? Je vois plus Dallas 4-0 toujours. 4-2. Je vois plus Dallas gagner un match. Ok, ouais. 4 victoires de suite des Clippers qui finissent tout ça. Ouais. Okay. Puis attends, toi il t'énerve pas Porzingis quand même, sérieux? Parce que le gars il fait 2m21, il passe sa vie à 8 mètres. Putain, merde! Non, mais alors ça par contre, non. Ça m'énerve pas. C'est le plan de jeu. Eric Carlisle, il l'avait expliqué en conférence de presse il y a 2 ans. Avec les blessures, etc., Porzingis, il n'est pas performant au poste bas. Et il l'a dit, franchement, je vous inviterai à regarder cette vidéo. Il lui disait, je suis désolé les gars, c'est pas le jeu que j'aime mettre en place pour une équipe, mais Porzingis, il faut arrêter parce qu'il est grand de le voir comme un intérieur. C'est un arrière shooter. C'est comme ça. C'est un arrière shooter, c'est son jeu et on fera pas autrement. Il est beaucoup plus efficace en adresse, même si là, il est pas droit. Mais d'une manière générale, il est beaucoup plus efficace en tête de raquette à 3 points qu'au poste bas. Donc ils le font jouer comme ça. Ça fait chier. Et d'ailleurs, je porte son maillot. C'est la vie, c'est comme ça, c'est un cadeau. Ça te fait chier de porter son maillot ou ça te fait chier qu'il joue comme ça? Non, mais ça me fait chier de voir un gars jouer comme ça. Mais c'est l'identité de jeu des Mavs. Il faut, pour aller vraiment encore plus loin par rapport à ta remarque, Jean-Jo, il faut surtout pas que Porzingis joue poste bas. Il sait pas faire ça, malheureusement. Il sait pas faire ça, il n'est pas capable de dominer. Donc lui, il doit planter des shoots de loin. Et c'est le jeu des Mavs. Il faut faire un big up à Kleber, il faut faire un big up à Tim Hardaway Jr., il faut faire un big up à Finney Smith, il faut faire un gros big up à mon gars sûr Bronson, qui est vraiment, vraiment fort. Ouais.
c'est leur jeu, c'est comme ça. Et voilà, moi aussi j'ai envie de voir des intérieurs jouer poste bas, mais malheureusement Porzingis, il faut surtout pas qu'il le fasse, c'est pas son jeu. Je suis désolé de t'avoir coupé Il dans pèse un cette. peu au rebond quand même, hein, au rebond offensif notamment, il est Il doit toujours peser, à absolument. proximité et Il il est doit capable de le absolument faire. peser en défense et au rebond et au contre. Là, il doit apporter. En attaque, voilà, il fera pas autre chose que ça, même si c'est frustrant de voir ça. Mais oui, je comprends tout à fait ta remarque par rapport au jeu des Mavs. Donc ton pronostic final, c'est 4-2 pour les Clippers, ils vont Ouais. enchaîner 4 victoires de suite. C'est très difficile à pronostiquer. Moi, de mon côté, bon, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, évidemment. Les Clippers, etc. Je pense quand même que là, ça y est, ils ont pris du temps à se mettre en route, les Clippers. Ils se sont adaptés, ils savent comment jouer. Il faut jouer avec Kawhi et Paul George. C'est un jeu dégueulasse, hein, à regarder en attaque, on va pas se mentir, hein, des Clippers. Mais c'est comme ça qu'ils doivent jouer s'ils veulent se donner une chance de remporter cette série. Je pense que là, les Mavs, ils ont donné le maximum de ce qu'ils avaient à donner. Je pense que malheureusement, Doncic, son bobo à l'épaule, même s'il va revenir et qu'il va jouer, il sera pas à 100% et que ça va le gêner. Euh, Tant que les Clippers arrêtent de switcher en défense et de mettre Zubac sur les switches sur Doncic, tant qu'ils arrêtent de mettre Beverly sur Doncic, etc. Même Maurice, bon, faut arrêter. Il faut mettre Paul George, il faut mettre Kawhi, il faut mettre Batum, il n'a pas été si mauvais que ça sur Doncic, pour se donner une chance de gagner. Si jamais, là je le dis, je sais que Tyrone nous regarde et qu'il parle français. Si jamais, Tyrone, je vois début du prochain match, tu remets Zubac dans le 5, et qu'il y a un pick and roll et que tu switches et que tu remets Zubac sur Doncic sur le switch, ça va très très mal se passer parce que ça c'est un truc de ouf. Donc mon pronostic, c'est très difficile. J'ai envie d'être généreux. Je vais mettre une autre victoire pour Dallas, mais les Clippers vont passer 4-3. Je pense que les Clippers vont gagner le match 4 et le match 5. Et le match 6 sera remporté à domicile par Dallas. Et ils finissent au 7e match à Los Angeles avec un Doncic vraiment diminué. Et on va tous être très tristes. Petit zoom sur l'incident pour faire un big up à un ancien joueur des Kings pour Jean-Jo entre Cauley Stein et Terrence Mann. Donc en gros, ce qui s'est passé. Donc sous le cercle, il y a un contact. Colistein, bon, il donne un coup de coude, mais je pense que c'est ce qui se passe entre intérieurs sous le cercle, rien de fou. Il se trouve que Terrence Mann mesure 1m47, donc lui, il a pris le coup de coude dans la gueule. Et la réaction de Terrence Mann était complètement ouf. Je crois qu'il joue un petit peu trop à GTA, il est monté en pression directe pour rien. Et il a voulu partir en bagarre, c'était assez marrant. Et après, se sont expliqués. Colistein, il a dit, bon, c'est bon, reste tranquille, c'est juste comme ça. Jean-Jo, envoyé spécial du club des losers. Est-ce que Colistein a ce type de comportement aux Kings? Qu'est-ce qu'il en est? Non, mais à défaut d'avoir drafté Doncic pour prendre Bagley, je me rappelle, on a envoyé Colestein à Dallas. Et ça, c'est un vrai, vrai bon move du front office. Contre qui vous Euh, l'avez envoyé? C'était quoi il y avait un trade? C'était quoi? oh, je sais plus, j'ai juste retenu Est-ce que qu'il tu avait peux nous dégagé. rappeler C'est très bien. à la place de qui il a été drafté, Colistein? On en avait parlé entre nous en interne. On en a parlé entre nous, il a été drafté avant Devin Booker, Voilà, merci. notamment. C'est une transition, Voilà, c'est une transition parfaite pour le rappel, hein. pour la prochaine série. Ah, ils avaient déjà Buddy Hill, Ouais, voilà. ils Oui, avaient bah. déjà des arrières au top du top du top du top. Allez, Non, on à passe l'époque, à. à l'époque, il était à Nouvelle-Orléans, Buddy Hield, si je dis pas de conneries. On l'avait même pas encore. C'est sûr ça? Je crois mais on avait Ben McLemore. Ah bah oui, non, fallait garder, fallait surtout pas prendre Ouais, ouais. Devin Booker. Oh putain. Ah, mais c'est encore une Booker, super transition parce que Ben McLemore qui joue aux Lakers, transition parfaite. Nouvelle confrontation qu'on épluche ensemble, je sais pas si ça se dit. Suns, Lakers. Les Suns ont remporté le premier match et ensuite 2 victoires des Lakers. Chris Paul s'est blessé au premier match. La malédiction que Jean-Éric avait annoncée, c'est avéré. Correct. Chris Paul qui se blesse à l'épaule. Les Lakers mènent 2-1. Allez, Jo, tu vas commencer sur cette série-là. Suns et Lakers. Qu'est-ce que tu vas Bon, mettre en avant? Qui va gagner? Qu'est-ce qui va se passer? Putain, le pronostic là, c'est chaud. bon, bah, c'est bien, hein, les Suns, ils ont gagné le premier match. Euh, Quel mépris dans ta voix. ils ont cultivé, enfin, ils ont pérennisé la culture de l'instant chez tous les experts et les fans NBA qui ont dit que les Suns étaient trop forts. Voilà. Sauf que on, on ne pronostique pas un match, une série contre le Brand.
Là, en l'occurrence, surtout qu'il est accompagné d'Anthony Davis qui fait fermer des bouches. Et je suis bien content. Non, les Suns, je sais bien, je suis très surpris. Je suis très surpris par DeAndre Ayton qui fait de très bons playoffs Ah, pour sa première. Et ça, c'est bien parce que Billy Bob était le premier à dire qu'il était soft. Au final, non, non, non. C'était moi. C'est C'était Jean-Éric moi. qui ah, disait c'est de ça. base, c'est Non, Jean-Éric. moi, Pardon. justement, je disais justement qu'Ayton, non, non, il est plutôt solide. Ah Pardon. ouais, vas-y. Alors, par C'était rapport à moi. ça. Il a épicé dans son froc contre Washington, je crois. Non, mais ouais, mais il fait de bons playoffs, c'est cool. Maintenant, LeBron, il a clairement pris la place de lieutenant et de Anthony Davis. Ouais. Et c'est bien. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est comme ça que ça se passera. Les Lakers, pour moi, sont au-dessus. Ils vont gagner. Voilà, ils ont perdu le premier match. C'est tout. C'est dommage pour Chris Paul. Par contre, André Drummond, s'il veut s'amuser à faire le pitre sur le banc, ce serait peut-être temps qu'il sorte des vrais matchs aussi. Parce que déjà, il n'y a pas à faire ça en playoff. Surtout quand tu fais des stats pareils. Oh, alors, autant il m'a saoulé avec son truc là quand il. C'est normal, ils vont se prendre des baffes dans la gueule les Lakers lors du prochain match, ça va être chaud parce que là ils abusent. Franchement, ils Ouais. abusent. Mais je trouve que justement, Drummond, il est plutôt au niveau, on l'attendait pas. Il a pesé, il les a fait chier, hein. Ouais. Il a changé la rotation des Suns, hein. C'est plus Saric maintenant le pivot remplaçant, c'est Kaminsky parce qu'il prend de la place, ce bâtard là, il est gros, il prend des rebonds, etc. Juste un petit point statistique pour appuyer ce que tu dis, hein. Bon, Anthony Davis, il est là, 27 points, 27,9 rebonds, même il a eu un début de série un peu compliqué, mais Drummond, il est quand même sur 11 points, 10 rebonds en 21 minutes. Moi, je trouve, justement, tu es un peu dur avec lui, qu'il apporte bien plus que ce qu'on avait imaginé auparavant. Je suis un peu dur parce que j'aime bien ce gars-là. J'aime bien ce joueur. À la base, ce qu'il avait fait à Détroit, enfin, je le trouvais un peu sous-coté, voire même complètement oublié parce que Détroit. J'étais content qu'il arrive aux Lakers pour le coup, pour le mettre un peu en lumière. Là, son comportement, plus ce qu'il apporte, ça me déçoit un peu de lui, justement. Peut-être que je mets la barre trop haute, hein, mais il me déçoit un peu. Peut-être que c'est ça. Tu sais, on en a parlé l'autre fois, hein. Les déceptions sont souvent en lien direct avec les attentes qu'on a envers les gens. Si tu as des attentes trop, tu risques d'être déçu. N'attends rien de personne. Ouais. Ah, un bon manque d'ambition, c'est ça qu'il faut. Jean-Éric, à toi. Ouais, moi je pensais que c'était une idée de merde d'envoyer Drummond aux Lakers parce que je trouve ça pas normal qu'un mec de 26 ans qui est censé être un joueur dominant signe pour un minimum. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Je trouve ça Non, mais pas il a normal 26 que ans, ça se voilà. termine comme Je ça. comprends. C'est clair. Voilà, exactement. Maintenant, voilà, le réveil des deux monstres des Lakers. La blessure de Chris Paul, sauf erreur de ma part, en faisant un coup de pute à LeBron, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, Non, non, non. il n'y a pas une histoire de clé de bras à un moment donné Non, non, non. Enfin, Après, il a fait une clé de bras, mais il s'est blessé sur il s'est un blessé avant. retour de Cam Johnson en défense qui le percute en allant au rebond. Voilà. Donc il s'est blessé là-dessus. Et après, il a fait un petit coup de Et pute après, il a à fait LeBron. l'enculé. Bon, bah voilà, écoute, Ouais. hein, j'ai envie de dire, pris par la patrouille. Il chougnait après un arbitre qui, a priori, lui a filé Ouais. 11 défaites consécutives en playoff. C'est assez marrant comme stat. Sur un fadeaway de Davis où il a une jambe qui frôle un petit peu un entrejambe. Bon, voilà, je pense que c'est tout ça, c'est de la poudre aux yeux pour essayer de masquer les carences. Malheureusement, les Lakers dominent parce que malheureusement c'était prévu. Même si, alors là où je suis pas d'accord avec Jean-Jo, c'est que les Phoenix c'était pas sur un premier match qu'on disait qu'ils avaient un super jeu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sur la saison qu'on a dit qu'ils avaient un super jeu et que les Lakers étant un peu sur une patte et demie, on espérait que Phoenix gagne. Je pense que c'est un peu comme les Clippers. Je crois que clairement la Californie est mal aimée et J'espérais que pas ça, moi. tout le monde espérait que Phoenix gagne, hein. Voilà. Non, non, non. T'as dit quoi, T'as Non, dit Jean-Éric? non. Non, non, j'espérais pas que Phoenix gagne. Bah, voilà, c'est ça. Je sais pas, tu dois avoir un truc à Californie, mais je pense que la plupart des mecs qui aiment vraiment le basket préféraient que Phoenix gagne, à part bien évidemment tous les bandwagoners que je salue et qui kiffent les Lakers après avoir kiffé Cleveland, après avoir kiffé Miami, après avoir kiffé Cleveland une première fois déjà. Mais tu vois, ça c'est un autre détail quand tu supportes Sacramento, parce que au final, je te présente un petit peu ma vie, hein, au travers ce que je vais te dire. Quand tu supportes Sacramento, il faut se trouver des raisons de regarder les playoffs. Moi, les miennes, c'était LeBron. Du coup, oui, je le suis en playoff. C'est mon Bon, petit lot. tu pourras le faire par amour du jeu, mais c'est bien, c'est honnête au moins, c'est honnête. Vous avez évoqué l'âge de Drummond. Vous savez quel âge a DeAndre Ayton? 21 ans, non? 23, 22? Il a 22 ans. Vous croyez vraiment cette information?
Il faut papier, tu veux dire? T'as vu, c'est pas vrai. J'y crois pas une seconde. Parce que Il tu a au crois moins que 48 Drummond ans. a 26 ans? Ça, oui, vu son comportement sur le côté, ouais. Et je pense même qu'il a Et 14 ans et demi. Greg Oden, il avait quel âge quand il arrive en Ouais, NBA? 45, comme je nous le disais, quoi. on se reconcentre sur la série. De mon côté, quelques commentaires. Bah, moi, je trouve que les Suns ils ont fait un beau match. Le match 1, c'était un beau match. Et je pense que la blessure de Chris Paul, ça nique tout. Je suis dégoûté. Pas parce que c'est les Suns, pas parce que, voilà. Parce que moi, je voulais voir les Suns à 100%. Je voulais voir Chris Paul à 100% face aux Lakers de LeBron. Je suis d'accord avec Jean-Jo. LeBron se met en retrait. Il est plus dans un rôle de playmaker. Ça va très bien comme ça. Euh, Pech Melba mea culpa. J'avais descendu Denis Schroeder et en fait il est là. Et en fait il est là. Euh, il est là, il est présent. J'ai l'impression que mon analyse c'est que cette série c'est la série des role players. LeBron et AD ils montent en puissance, ils font leur truc. Mais la différence c'est Schroeder qui se met à apporter. Je suis étonné d'ailleurs, Jean-Jo, t'as pas parlé de Kuzma. Je vais te redonner la parole derrière parce que j'aimerais que tu le fasses. Mais pour moi, le problème avec les Suns, c'est Crowder. On sait que c'est pas un shooter, on sait que c'est un shooter de série. Il est capable d'en mettre. L'année dernière, il en a mis sur un match. Après, il fait de la merde. Mais là, il est constamment merdique. Il fait quand même 25% de réussite au tir. Il tente 6,7 paniers à 3 points. Il en met même pas un. Il est catastrophique. Cam Johnson, il est décevant. Alors que j'adore ce joueur, 35% de réussite au tir. Michael Bridges, 34%. Il n'y a que Craig qui met quelques shoots. Saric, c'est pas sa série. C'est intéressant de voir en fait quand il y a Drummond et Anthony Davis en face, est-ce que tu peux te permettre de jouer avec Ayton et Crowder à l'intérieur et être trop petit et pas assez physique pour défendre sur les LeBron. Donc à un moment donné, Monty Williams a essayé de mettre Ayton et Saric en même temps, ça n'a pas trop fonctionné. Là maintenant, il a mis Kaminsky en pivot pour être plus grand, ça n'a pas été ouf, mais peut-être qu'il va retenter derrière. C'est très difficile en fait pour les Suns de s'aligner sur les match-ups des Lakers par rapport à leur physique. Et c'est là où Drummond il fait chier parce que voilà, il est gros, il détourne la balle, il conteste, il prend des rebonds, c'est un peu chiant. Mais en tout cas, voilà, les role players des Suns, évidemment, c'est leur premier playoff, ils sont jeunes, c'est que le début. Mais je suis quand même super déçu. Je les ai peut-être attendus un petit peu trop haut. Mais voilà, Crowder, Cam Johnson et Bridges, il faut qu'ils sortent des doigts du cul. Ouais, Cameron Payne qui a élevé son niveau, il faut quand même respecter ce qu'il a fait en termes d'intensité, etc. Mais voilà, je suis très, très déçu de ces role-players. J'imagine que de votre côté, votre pronostic ne change pas. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Mais de mon côté, putain, ouais, j'avais mis les Suns. Bon voilà, je suis en train de me faire calmer parce que Chris Paul est blessé. Donc ouais, effectivement, je pense que les Lakers vont gagner. J'ai envie de donner une deuxième victoire aux Suns, peut-être à domicile, avec un truc héroïque de Chris Paul, ou un des role-players justement qui fait le match de sa vie. Tu vois, j'ai envie de donner une victoire, une autre victoire des Suns lors du 5e match, je précise. Mais Kuzma, si tu as un truc à dire, Jean-Jo, moi Kuzma, quand il rentre sur le terrain, j'ai l'impression qu'il est perdu. Et qu'il rentre, j'ai l'impression que quand je le vois, il va rentrer, il va dire, excusez-moi, c'est par où la gare? Vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il est complètement perdu. Il est catastrophique. Petit point statistique avant de te donner la parole sur Kuzma, qui est en train de devenir un de mes joueurs préférés. 3 points par match en 21 minutes, avec un pourcentage de 16%. Jean-Jo, t'as un truc à rajouter? Alors, Kyle Kuzma. Il a jamais été MVP. Kyle Kuzma pour compléter ce que tu disais sur cette arnaque, qui, je rappelle, a été conservée par rapport à Brandon Ingram. Voilà. A shooté 2 fois lors du match 1 pour mettre 0 shoot. Match 2, il a shooté 4 fois pour en mettre un. Et on a Frank Vogel qui est monté au créneau pour dire que ce n'était pas le rôle de Kyle Kuzma de shooter, Oui. qu'il apportait énormément par autre chose. Voilà, clairement le coach qui vient en défense de sa petite bête en détresse. Très bien, très bien, très bien, ça me va, ça me va. Je m'en fous, de toute façon, je m'en foutais. Et match 3, on a un Kyle Kuzma qui va shooter 12 fois sûrement pour faire taire les critiques et montrer qu'il y a un élément important de l'équipe des Lakers pour mettre 2 shoots et terminer le match à 8 points. Voilà, hein, c'est pas perdu hein, il est dans un pays qu'il ne connaît pas. Il a perdu
le perdu, il n'a pas de carte. Il sait pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'il a oublié comment jouer au basket, d'ailleurs, ce gars. Parce que c'est une horreur. Il est nul. Il est nul. Il est Il nul à est chier. nul. Il est nul à chier. Il est nul. à chier. Puis il a une tête à claque. Et ça, on n'en parle pas assez. Ah, mais ouais. Bah alors, c'est le physique, c'est comme ça. Juste pour info, hein, lors des 2 prochaines saisons, il touchera 13 millions de dollars par saison. Ce qui est à peu près son pourcentage de réussite au tir, donc c'est cohérent. Gobert va être riche, il va toucher 60 millions la saison, c'est énorme. Ah bah c'est le programme, je crois. Ça Elle va. est On où passe à la... Elle On est où passe à la la dernière légitimité série. de ce gars, en fait Ah oui, non. Elle est où Elle est où Qui peut le défendre aujourd'hui? Et Pourquoi? ce qui est fou, c'est que tu as fait une bonne remarque, parce qu'à un moment donné, quand même, les Lakers, euh, ils avaient Randall, ils avaient Ingram, ils avaient Ball, Kuzma. Clarkson Ils ont gardé Kuzma. Clarkson Clarkson. Et ils ont gardé Kuzma. Le pire de tous. Le pire des 5. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait Même tirage au sort, Cachard, ils ont- c'était mieux quoi. Il a fait 2 matchs à 30 points, on s'est dit, waouh, il a une palette offensive incroyable. Mais il est nul. Nul. Il est juste nul. Nul à chier. Rappelez-vous, hein, on avait fait un review du match Lakers Clippers. Il n'y avait pas les bras d'Anthony Davis. On s'est dit, bah, on va voir Kuzma. Et le mec, il a été nul à chier. Il avait même fait un airball au lancer franc. Et vas-y, tu sais quoi, on a dépensé beaucoup trop de salive pour parler de Kuzma. On passe à la dernière série de la conférence Ouest. Troisième, sixième. Donc les vainqueurs de Suns, Lakers rencontreront les vainqueurs de Nuggets Blazers. Les Nuggets qui mènent la série 2-1 avec une première victoire des Blazers à l'extérieur et la dernière victoire des Nuggets à Portland. 2-1, Jokic, voilà. Lillard, voilà. Jean-Éric, tu commences. Qu'est-ce que tu penses de cette série? Bah, c'est l'autre série qu'on a du mal à pronostiquer parce qu'elle nous semblait ultra serrée, comme Miami ou Milwaukee où ça n'a pas très très bien marché. Ouais, Denver Portland c'est du bonheur quoi. C'est bien, c'est une opposition de style. Il y a une équipe qui est dominante à l'intérieur, une équipe qui est dominante à l'extérieur. C'est intéressant de voir que Denver a rapetissé un petit peu son 5 parce qu'il ne pouvait pas faire face aux artilleurs de Portland. À l'inverse, Portland, je pense, n'a pas les moyens d'augmenter la taille de son 5 pour faire face à la taille de Denver. Ouais, faut qu'il trouve C'est d'autres solutions, on va en sympa. parler. Ouais. C'est Mhm. vraiment sympa. Je pense que Porter Junior peut faire un peu mieux. Je pense que. Je vais dire un point positif de Denver qui va tenir juste en 2 mots, Austin Rivers. Voilà, je ne l'argumenterai pas. Je pense que Dame est incroyable, que McCollum est là enfin, de toute façon, Portland, de toute façon, tant que le match n'est pas fini, ils peuvent encore revenir. Et ça, c'est ce que j'aime chez cette équipe, c'est que défensivement, c'est faible. Mais putain, par contre, en attaque, les mecs, quand ils commencent à être dans la Artilleurs, zone, ouais. c'est un truc de psychopathe. Là, à la fin du dernier match, ils reviennent. Et puis, ils meurent à rien, à 5 points au final. Et voilà, et en face, Jokic, c'est propre, c'est carré, c'est MVP. Petit point statistique il est sur, donné quand le MVP? Dans pas longtemps, je pense. Hein. Ouais, dans pas longtemps. Ouais. Petit point statistique sur les stats de Jokic. 36 points, 57%, 3 sur 6 à 3 points par match, 11,7 rebonds. Ça va. Propre. Ça va, propre. Jean-Jo, de ton côté, qu'est-ce que tu voudrais évoquer sur cette série? Non, bah vous avez tout dit, hein. Super série. Série hyper J'ai rien dit intéressante. encore. Hein? J'ai rien dit encore. Qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as donné les stats de Jokic, donc quelque part t'as tout J'ai dit. donné les stats. Ouais. Ah, non, il y a d'autres trucs à dire. Ah non, c'est Vas-y, ouais, pardon. Jokic incroyable, qui est en train de totalement dominer Nurkic. C'était mon autre duel de gros qui tend complètement à l'avantage de Jokic, et c'est tant mieux. Lillard, playoff Lillard, de toute façon ce mec est fou, j'adore ce gars. Et petit point aussi par rapport aux échanges qu'on a pu avoir sur le groupe avec Alexis Bretin, par rapport à Campazzo. Alors pour compléter ce que je te disais en commentaire, j'adore ce joueur, il est très fort, il fait vivre une attaque. Par contre, maintenant, voilà, il n'est pas au niveau de Murray, il sera, je pense, jamais au niveau de Murray. Et en défense, c'est beaucoup trop juste. Quand tu as des gars comme Lillard et McCollum en face, Murray, c'est le minimum que tu puisses espérer avoir pour essayer de les contenir, même si tu n'y arriveras pas. Campazzo en défense, c'est beaucoup trop juste. Et c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec toi. Voilà. Avec qui? Avec moi? Non. Ah oui, non, avec Alexis. Oui, Alexis. oui. Ok, ok. Alors, j'ai oublié de demander à Jean-Éric, les gars, tous les deux, votre pronostic, alors, est-ce que ça évolue? On en est où? Vous avez dit quoi? À l'époque, on avait fait les previews, et qu'en est-il aujourd'hui de vos pronostics sur cette série? J'avais dit- Jean-Éric. J'avais dit 4-3 Denver.
et je veux que ça aille en 7 matchs. Parier contre Dame Lillard sur un 7ème match, c'est chaud quand même, mais je vais rester sur 4-3 Denver, parce que j'ai dit qu'ils iraient en finale de conf, et que je pense qu'ils sont mieux armés pour faire tomber les Lakers au prochain tour. Jean-Jo? Il me semble que j'avais dit 4-2 pour Denver. Je suis plus sûr. Je vois toujours ce prono. Ok. Moi, de mon côté, j'avais dit Portland. J'avais dit 4-2, je crois, de Portland. Et je sais pas quoi dire, je sais pas comment mettre à jour ce prono. Vous savez quoi? Je vais assumer ce choix risqué. Je suis au courant, c'est risqué. Et ben, je garde le pronostic. Je garde le pronostic de Portland. Allez, peut-être même à 4-3. Non, allez, tu sais quoi, je vais porter mes couilles là-dessus. Je continue à dire que Portland peut gagner. De mon côté, en termes de remarques. Encore une fois, il y a des role-players qui doivent élever leur niveau, parce que la Lillard, il est présent, du côté de Portland. McCollum, que je trouve un peu irrégulier, mais il est, bon, on va dire, il est quand même là, même s'il peut step up. Là, ça va dépendre clairement de Powell, de Covington, il va falloir qu'il apporte un peu plus. Anthony Simmons en sortie de banc, Carmelo Anthony en termes d'adresse. C'est ces joueurs-là qui doivent apporter quelque chose. Et je ferai un petit commentaire sur, premièrement, la défense. Parce qu'il y a des ajustements tactiques qui sont intéressants dans cette série-là. Premier match, la tactique de Portland que je trouve plutôt intéressante, c'était en gros de dire Jokic, il va nous dominer, mais comme il a un jeu de passe très très fort, on va le laisser jouer, c'est un contre un, mais on va couper les autres joueurs. Donc là, Jokic, il fait un carton, mais c'était intéressant, ils ont gagné le match comme ça. Ça m'a rappelé, pour les puristes, les séries dans les années 90 entre les Bulls et les Magic, où il y avait, O'Neal, Hardaway, Dennis Scott et Nick Anderson. Ils avaient laissé O'Neal contre Luc Longley faire des cartons et ils avaient complètement coupé du match Nick Anderson et Dennis Scott. Ça m'a rappelé ça. Et je trouve que c'est pas con comme idée. Et Parce Frank que Scott, non un des gros. Comment? C'était Non, Frank Scott, non C'était Denis. Denis Non, T'as dit quoi? c'était Denis. Il me semblait, autant pour moi. T'as dit Pardon. quoi, Jean-Jean? Non, je pensais que c'était Frank Scott, mais pardon. Non. Qui? Non, Non, mais c'est Frank je. Scott. Il existe ce garçon? J'ai pas C'est la entendu. marque de, C'est ça marque qui? de tes shots, tu veux retourner faire C'est pipi? qui ce joueur, t'as dit? Attends. On parle du gars qui a le record de passes, là, 30 passes. C'est un match. Non. Non, tu alors parles de c'est Scott Skiles, là. Skiles. Scott Skiles, Scott putain, Skiles, ouais. la paire de passes. Ça va faire 2 heures qu'on tourne, hein, je suis fatigué. Ouais, je suis d'accord. Donc non, il avait donc au match 1 et je pense que c'est une bonne stratégie honnêtement parce que Jokic il apporte tellement sur son jeu de passe que on peut pas l'arrêter sur son 1 contre 1 en termes de scoring, mais on peut peut-être couper son jeu de passe. Donc je pense qu'il devrait continuer à faire cet ajustement-là. On a vu un ajustement de Denver super intéressant lors du Game 2. Je crois que c'était le deuxième match. Gordon sur Lillard. Waouh, fallait oser le faire. Ça a été pas trop mal. Alors est-ce qu'il peut faire ça sur tout un match? Peut-être pas. Mais c'était super intéressant de voir ça. Et je pense que c'est dans cette direction que devrait évoluer Gordon. Je vais m'enflammer un petit peu, en étant conscient de ça. Il devrait évoluer un peu dans un style à la Scottie Pippen. Ouh là là, calmez-vous. Je veux dire, ailier polyvalent, gros défenseur qui est là pour faire un peu du all-around avec du rebond, des passes, un peu de scoring, des coupes. Et voilà, il doit s'arrêter là. Notez notamment que à chaque fois, vous avez entendu quand vous regardez les matchs, à chaque fois qu'il a mis un 3 points, on l'entendait dire In your face, Jean-Éric. C'était un petit big up super intéressant de son côté. Dernier truc que je dirais, je vais m'adresser à Terry Scott, je sais qu'il regarde notre émission et qu'il parle français. Terry, arrête de mettre counter sur Jokic. C'est pas lui ton pivot remplaçant. Et surtout, arrête de faire un coup de poker avec Carmelo Anthony sur Jokic. C'est pas un coup de poker, c'est du suicide. Maintenant, tu vas m'écouter. Tu vas me mettre Hollis Jefferson en pivot remplaçant, qui lui, je l'ai vu beaucoup jouer à l'époque de Brooklyn quand j'habitais à New York. Le mec, il peut défendre sur tout le monde. Alors, il a eu des blessures, il est peut-être pas au même niveau en défense, mais au moins, tu as un joueur dans ton effectif qui a envie de défendre. Mets-le sur Jokic, je dis pas qu'il va l'arrêter, mais lui, il va se battre sur tous les ballons, il va prendre des rebonds, il peut prendre des rebonds offensifs, parce que Hunter et Carmelo Anthony sur Jokic, ça marche pas. Donne sa chance à Hollis Jefferson, sinon ça va très très mal se passer. Petite mention positive quand même, les seconds couteaux et le banc des Nuggets qui me surprend. Je parle évidemment de gars comme Monte Morris, Paul Millsap qui finalement sort du banc et pas mal, Marcus Howard aussi qui je trouve apporte un petit peu. Donc c'est vraiment pas mal cette série. Je mets Portland parce que j'ai envie de... j'attends un peu plus, mais clairement, on va pas se mentir, il y a de grandes chances que ce soit les Nuggets qui passent cette On a série. une date de retour pour Will Barton? Parce qu'il est toujours pas là.
Quelqu'un a regardé? Je me suis noté. Je me suis pas noté. Ok, dommage. Je crois que mais oui, ça a été repoussé. Ouais, ça a été repoussé. Et oui, je me dois de faire encore une fois pêche Melba, mea culpa. Austin Rivers, je l'avais défoncé. Alors, on va pas trop s'enflammer non plus. Il a mis des shoots ouverts. Voilà, il a mis des shoots son ouverts. C'est son job, t'as raison. Je reste pas convaincu qu'il soit capable de faire ça à chaque match. C'est tout ce que je dis. On verra. Et s'il me fait mentir, je serai le premier à reconnaître. Et comme je serai le premier à reconnaître si Westbrook fait des bonnes performances. Je vais me permettre une petite ellipse avant la conclusion. Il Ellipse. y a une série qui vient de se terminer, donc ça fait déjà Aïe. un pronostic sur 8 qui est faux pour Jean-Jonathan. Donc, Ah Score final. Milwaukee vient de sortir 120 à 108, un truc comme ça. Milwaukee vient de sortir Miami. Waouh 4-0, putain, il rigole pas. Hein. Il C'est rigole chaud, pas, hein. ce gars. 4-0 c'est chaud, ils vont pouvoir se reposer. C'est chaud. Ok, je vous donne le mot de la fin. Je pense qu'on a bien fait le tour. On a partagé des avis complémentaires. J'ai vraiment kiffé vos interventions. Un dernier mot de la fin, éventuellement, sur la suite des playoffs. Jean-Éric, tu veux commencer par partager ton mot de la fin, ta conclusion? Vite la suite. Ouais. Jean-Jo, Kevin Durant. Kevin Durant. J'allais dire. il l'a dit en plus. Tu vas voir Kevin Durant contre les Bucks. Non, Ça va être bon. Le- Ah là là, mais Brooklyn, Milwaukee, ça va être tellement bon. Ça va être incroyable, mais mon mot de la fin, moi, c'est la coupe de cheveux de Kyrie Irving. Ah ouais. Ouais. C'est pas. Ok. Et la Celle coupe de Trae cheveux Young. coupe de cheveux de Trae Young, on dit rien, on laisse passer. Le truc, Mais il a c'est une pas- afro c'est années quoi, ça 70, c'est incroyable. C'est très- C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'avoue, c'est beau. De mon côté, j'ai pas forcément de conclusion particulière. Je suis en plein kiff sur les playoffs. C'est vraiment ce que j'attends chaque année. Et là, je suis pas déçu. Il y a des fans, il y a des séries. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des séries où c'est vraiment des combats physiques et défensifs. Il y a des séries, c'est plus des trucs offensifs. Je pense notamment à Utah, Portland, etc. New York contre Atlanta, c'est complètement différent. Il commence déjà à avoir des embrouilles, des faits de match. Waouh! En plein kiff. Vivement la suite. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour faire le point sur ces playoffs, sur ces pronostics. Prenez soin de vous. Merci à tous. Allez vous faire vacciner et après regardez les matchs de playoffs. Prenez soin de vous et à très vite.